Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à notre projet. C'est très apprécié. Je vais commencer par vous demander votre nom, s'il vous plaît. Mon nom est Tai Van Vu. Nom de famille est Vu. OK. Puis, vous avez quel âge? Pour l'instant, j'ai 83 ans. 83 ans. Bon. Alors, je vais commencer par vous poser des questions au sujet de votre vie comme jeune homme, probablement au Vietnam. Alors, vous êtes né où au Vietnam? Moi, je suis né à Hanoï, au nord du Vietnam, Ah, non. la capitale pour l'instant. OK. Puis, est-ce que vous avez passé votre jeunesse à Hanoï? Non, malheureusement, je pense à 4 ans, je dois suivre ma famille pour quitter le Hanoï pour Saigon. OK. Ouais. Vous avez quitté pour Saigon. OK. Et vous avez passé combien d'années au Saigon? À Saigon, j'y restais jusqu'à 1975. OK. Puis à ce moment-là, vous aviez quel âge? À peu près 49, un peu plus de 49 ans. OK. Alors, en 1975, il y a eu des changements importants au Vietnam, au plan économique et politique. J'assume que face à ça, il y a eu une décision de votre part de quitter le Vietnam. Est-ce que c'est bien le cas? Je n'ai pas saisi. J'assume qu'en 1975, vous avez fait la décision de quitter le Vietnam. Oui. OK. À ce moment-là, est-ce que vous aviez une famille? Oui, dans ce temps-là, j'ai une famille avec 2 enfants bas âge. OK. L'aîné a 2 ans, 3 ans, et l'autre a 10 mois, je pense. OK. Alors, vos enfants étaient très jeunes à ce moment-là. C'est très jeune. OK. Et puis, alors vous avez sans doute discuté avec votre épouse l'idée de partir du Vietnam à ce moment-là. OK. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de vous préparer pour votre départ du Vietnam? Oui, on a préparé assez longtemps, peut-être 3-4 mois d'avance, OK. parce qu'on savait que l'avance des troupes Vietcong du Nord a été très succès, avec des succès formidables pour nous, mais c'est très dangereux pour nous. Alors on a choisi de fuir le Vietnam parce qu'on a eu peur d'un bain de sang comme ça se passait au Cambodge auparavant. OK. C'est pour ça qu'on est vraiment décidé de quitter le Vietnam à tout prix. D'accord. Avant de partir, c'était quoi votre carrière? J'étais en emploi auprès des télécommunications vietnamiens. C'est un organisme gouvernemental, oui, OK. mais à budget indépendant, excusez. Ça veut dire on n'a pas besoin des ressources gouvernementales pour payer, pour dépenser pour les services. Alors, c'est pour ça. Mais par contre, on remet aussi nos ressources au gouvernement. OK. Voilà. Est-ce que votre épouse travaillait à ce moment-là aussi? Oui. OK. Oui. OK. Alors, vous vous préparez pour votre départ et puis vous partez. Pouvez-vous me décrire c'était quoi votre expérience lorsque vous avez parti du Vietnam? On est chanceux d'avoir
une sœur mariée qui travaillait sur la pêche maritime. Alors, c'est pour ça qu'ils ont construit un commerce avec une dizaine de bateaux de pêche. Ces bateaux-là sont manipulés, organisés la pêche par les Japonais eux-mêmes. Et ils ont bien équipé leurs bateaux avec des radars pour chercher les bancs de poissons, des cartes géographiques maritimes pour savoir où sont passés les masses de poissons. Mais c'est bon pour eux. Et nous avons une chance de participer à leur projet d'échapper le Vietnam. Alors c'est pour ça qu'on a fait une petite préparation d'abord avec l'accumulation des aliments qu'on peut garder longtemps. Des nouilles par exemple, des nouilles japonais, puis des laits concentrés pour les enfants, etc. Quand vous dites que vous aviez est-ce que c'était votre sœur qui s'occupait, qui avait une relation avec la pêche des maritimes? Vous avez dit une sœur. Non, je travaillais dans la télécommunication gouvernementale. Ça fait qu'il n'y a pas de relation possible, sauf qu'on a fréquenté les lieux de travaux de la famille de ma soeur pour savoir. Puis on me connaissait. D'ailleurs, j'ai passé avant, en 1974, j'ai fait des études au Japon. Et avant ça, je dois apprendre pendant 2 années de la langue japonaise. Et c'est pour ça que quand je faisais des études au Japon, je parlais l'anglais, oui, mais aussi le japonais avec eux. Et avec ça, je peux communiquer avec les matelots japonais qui travaillaient pour ma soeur. Voilà. Alors, au moment de votre départ, pouvez-vous me décrire c'était quoi votre expérience à ce moment-là, le jour que vous êtes parti? Ben, nous avons décidé de quitter le 30 d'avril. 1975. Oui, sauf que c'est une décision obligatoire. Parce que je pensais que c'était trop tard. Moi, personnellement, j'ai demandé à la famille de ma soeur de quitter le soir du 29 avril. Pourquoi? Parce qu'à cette nuit-là, toute la flotte de guerre vietnamienne vont quitter le Vietnam. Et avec ça, on peut suivre pour profiter de la protection des armées. Alors c'est pour ça que moi, j'ai demandé à ma sœur de prendre cette décision. Mais il a refusé parce que les sœurs de son époux n'est pas encore prêt pour ce départ-là. Alors, ils ont refusé. Alors, mais je disais que demain, peut-être c'est trop tard. Parce que demain, c'est l'entrée vraiment des armées nord-vietnamiennes à la ville. Mais en tout cas, on n'a pas d'autre choix. Et puis, c'est pour ça que tôt ce matin, le 30 avril, je me souviens bien, c'est vers 8 heures que nous avons quitté notre demeure
avec ma femme, 2 enfants, bas âge, et un cousin, non, un frère, un jeune frère de ma femme qui conduisait en Volkswagen. Alors, on a quitté la maison pour aller vers qu'on appelle, je ne sais pas comment, j'ai oublié le nom, là, mais c'est là où les bateaux sont stationnés. Oui, c'est un quai. Oui, d'accord. Et ça prend à peu près, parce que c'est à peu près une quinzaine de kilomètres d'ailleurs, un peu plus loin. Alors, on a fait ça malgré tout. Et avant de quitter, j'ai visité la quai de Saigon, près de chez nous. Et c'était vide de monde, parce que tous les bateaux ont quitté avant. Alors, on a suivi le chemin le plus court pour aller dans les quais de notre sœur. Et c'était plein de monde dans la rue. Alors, toutes sortes de véhicules étaient là. Et tout le monde était hâte pour, je ne sais pas pourquoi faire, mais il se promène partout. Voilà. Alors, moi, j'ai conduit ma voiture tout en entourant par les motocyclettes, les autres véhicules. C'est impossible de dire ça. C'est vraiment comment on dit ça, le désordre partout. C'était plein de monde. C'est plein de monde, plein de monde. Et tout le monde a hâte. Oui. Ouais. Alors, oui. Et en tout cas, enfin, on a réussi à entrer dans le parking, c'est comment on dit ça. D'accord. Oui, des bateaux. Alors, il en reste 2. Les autres sont en réparation. C'est pas prévu, mais c'est un sabotage. Parce que les communistes ont implanté ces gens dans le commerce. Pour saboter les pour saboter le bateau, pour saboter notre fuite. Alors, il y a toujours 2 utilisables. Alors, on l'a avec les matelots japonais. Alors, tout le monde a monté, mais il faut attendre les autres gens de famille. Et ils viennent après ça, les uns après les autres, à peu près 1 ou 2 heures après. Alors, mais enfin, ils ont refusé de monter sur le bateau. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que les bateaux ne sont pas assez propres pour eux. Ce sont des bateaux de pêche, en tout cas. Ouais. Alors, c'est pour ça que presque il y a 2 autres familles. La famille de mon grand frère et le jeune frère et un deuxième frère aîné. Alors, les 3 familles ont quitté. Alors, je ne veux pas monter sur le bateau. Et en tout cas, nous devons partir, pas plus que ça. J'ai vu déjà des camions, de l'armée vietnamienne du Sud, sont montés par les jeunes avec ce sont des miliciens vietnamiens du Sud. Mais je pense qu'ils sont implantés par les communistes. Ils ont changé de drapeau. Et ils ont fait le tour le long des rues pour
effrayer les gens, pour montrer que la présence est déjà faite. C'est pour ça que c'est vraiment un désordre total. Il n'y a plus de loi. Ouais. Alors moi, quand je suis parti, je suis armé d'une mitraillette M2. C'est une mitraillette assez vite, c'est moderne, de l'armée japonaise, américaine. Et un revolver et un pistolet de côté. Parce qu'il n'y a plus de loi. D'accord. Il n'y a plus de loi. Ouais. C'était nécessaire de se protéger. Oui. Alors, j'ai vu le long de la rue, il y a des bureaux, les anciens bureaux des Américains. Alors, tout le monde ont frappé, ont détruit la porte pour voler les choses à l'intérieur. Ils ont porté des chaises, des bureaux et tout. Et puis ça fait augmenter les désordres. Okay. Mais en tout cas, il faut partir. Alors nous avons parti en seul bateau avec ma famille et moi et la famille de ma soeur. Donc en tout, on a 8 personnes. Et, mais j'ai trouvé aussi un couple vietnamien qui était dans un coin dans le bateau. Alors j'ai demandé s'ils ont voulu partir ou qu'est-ce qu'ils font là. Ils ont décidé de partir avec nous. Alors j'ai confisqué son pistolet personnel. Tout le monde savent un peu. Et c'est ça. Donc en partant, nous avons 10 personnes en tout sur le bateau, qui peut contenir une centaine. C'est vite. Alors qu'ailleurs, on cherche une place désespérément. Mais c'est ça la vie. Parce que dans notre bureau, pas bureau, mais c'est un plus grand bureau, c'est une... Je parle les mots en français pour le dire, mais c'est gardé par nos gardes armés avec des fusils. Donc on peut enfin partir, démarrer, mais après quelques minutes, il y a un problème. Parce que le paquebot que nous étions au bord est parti en reculant. Le problème, c'est que sur la fleuve, il y a beaucoup de petites embarcations qui font le va-et-vient. Pourquoi? Parce que de l'autre côté de la fleuve, il y a un dépôt de riz abandonné. Tout le monde vient pour pouler et on fait le va-et-vient entre les deux rives. C'est pour ça qu'en régulant, les matelots japonais ont frappé un des embarcations. Mais c'est pire encore, c'est qu'il rentre dans la boue de l'autre rive. Ça fait qu'il ne peut plus partir. C'est un problème. Alors, j'ai appelé des embarcations militaires qui passent par hasard et leur demandé de nous aider. Mais c'est impossible parce que les bateaux sont plus petits que le nôtre. Alors, on a, en tout cas, il ne peut pas servir, mais je donne toujours quand même de l'argent que j'ai emporté avec nous. 1 million de piastres, peut-être, tout neuf. En tout cas, je sais qu'en partant, ces argents-là ne servent à rien. Alors, il faut vraiment quitter le bateau et faire le tour
pour chercher un autre bateau. Il y en a un autre au parking. Et c'est pour ça que vers 2h, 2h30, qu'on peut quitter vraiment le Vietnam sur une fleuve. Et en attendant, j'ai écouté la radio et sachant que l'armée communiste a conquis la demeure de notre président. Okay. C'était à Saigon. À Saigon, toujours. Et j'ai appelé aussi, nous avons appelé aussi chez nous, pas chez nous, mais chez mon grand frère. Et les gens disent qu'ils ne veulent plus partir parce que les communistes sont déjà dans les rues. Et j'ai répondu que c'est le moment de partir. Parce qu'ils ont cherché à saisir les points importants de la ville seulement. Ils ne s'occupent pas encore des gens, des simples gens. C'est le moment de partir. Mais ils ont refusé en tout cas. Alors nous devons partir seuls avec 8 personnes de la famille et 2 autres personnes ailleurs. Voilà. D'accord. Alors vous dites que vous étiez sur le bateau a quitté, mais il n'a pas été capable de continuer parce qu'il s'est retrouvé dans la boue. Oui. Alors, qu'est-ce qui est arrivé après ce moment-là? Est-ce que vous avez trouvé un autre bateau? Oui. OK. Oui. Alors, vous avez quitté ce bateau-là pour repérer l'autre bateau. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Alors, avec ce nouveau bateau qu'on vient d'acquérir, on va directement vers la mer. Okay. Et il n'y a pas de problème sur l'embouchure de la fleuve. Parce que là, on a le problème. Le problème, c'est qu'en regardant sur la mer, j'ai vu des petites, comment dire ça, des boules d'eau qui sortent de l'eau. Ça veut dire qu'on est bombardé par les obus. Okay. Alors, c'est autour de notre embarcation, de notre bateau, il y a toujours de l'eau qui sort. Et j'ai pris une jumelle pour regarder et je vois une petite embarcation militaire qui vient en vitesse vers nous. Et alors, j'ai donné l'ordre aux matelots de s'arrêter pour attendre. Et j'ai vu avec mes jumelles que au bout du bateau qui nous poursuit, un petit drapeau, le drapeau de nous, pas le drapeau des communistes. Voilà, je suis très heureux, j'étais très heureux à l'époque. Oui. Et on attend. Et c'est vraiment après 15 minutes, non, 5 minutes, je pense, parce qu'ils flottent très vite. Et ils sont venus en criant où allez-vous, les gens? On dit que nous devons quitter le Vietnam. Et eux, ils répondent, nous aussi. Ce sont des matelots. Okay. Ouais. De l'armée de mer vietnamienne. Oui. Alors, j'ai répondu, ben, vous avez aussi un bateau, allez-y. Ben, non, notre bateau, c'est bon sur les fleuves seulement, parce que ils n'ont pas de profondeur.
Ça fait qu'en mer, ils seront renversés facilement avec les vagues. Voilà, bon, ok. Donc, si vous voulez monter sur le bateau, oui, je vous demande de nous accepter. Bon, pas grave, c'est bon. Alors, c'est pour ça qu'ils ont amené leurs armes mobiles, parce qu'il y a toujours une arme, un canon, on ne peut pas enlever, et leurs armes automatiques de gros calibre et les petites armes personnelles, ils ont tout enlevé chez nous, dans le bateau. Après ça, ils sont une douzaine de personnes, soldats. Après ça, ils ont ouvert une sorte de vis quelconque, en manière quelconque, qui va sombrer le bateau, leur bateau à eux. Et eux autres, ils sont arrangés sur le bord de notre bateau pour saluer. Alors, c'est le temps le plus triste sur la mer, parce que ça c'est vers le coucher du soleil, parce qu'on a vu le soleil se couche. Et c'est sombre, une sombre avec la couleur rouge, orange, et avec un bateau militaire qui sombre. C'est triste, vraiment en scène très saisissante pour nous et pour tout le monde. C'était mélancolique. Très mélancolique. Oui. Parce que vous deviez tourner votre dos à votre pays natal et quitter. Parce que quand on voit le drapeau qui touche l'eau de mer là, et qui sombre, alors non, c'est fini. Parce que le drapeau pour nous, c'est notre pays. Alors c'est fini, c'est fini. Bon, alors à ce moment-là, vous êtes sur la mer. Sur la mer, sur le bateau. Et vous êtes c'est sur l'embouchure de notre fleuve. Okay. Ouais. Et vous vous êtes dirigé vers... On n'a pas encore décidé. Okay. Parce que la famille de ma sœur veut aller au Singapour. Parce que là, ils ont des relations pour vendre ces produits. Et ils ont l'intention d'y aller pour chercher le paiement. Et surtout pour vendre son bateau. Mais en tout cas, c'est vraiment un moment où la tête est vide. Vraiment, on est vraiment emporté par la situation. Ouais. C'est pas tous les jours on perd un pays. Oui, d'accord. Voilà. Alors, vous êtes, à ce moment-là, est-ce que vous étiez en route pour le Singapour? On n'a pas décidé encore, okay. Mais la première chose, c'est de quitter le plus vite possible le Vietnam. Okay. Parce qu'on a eu peur que les ennemis nous poursuivent. D'accord. Et pour ça, échapper, c'est d'abord une question primordiale d'abord. Oui. Ouais. Alors, ça vous a pris combien de temps pour partir de... Vous avez dit que vous étiez à l'embouchure du fleuve. Je n'ai pas compris. Vous aviez dit qu'à ce moment-là, le bateau était dans l'embouchure du fleuve. Oui. OK. À partir de là, qu'est-ce que vous avez finalement décidé de faire? Vous avez décidé de vous rendre dans quelle direction? Vous avez dit que vous n'aviez pas encore décidé d'aller au Singapour. C'était quoi votre décision finale? En fin de compte, avec la participation des militaires vietnamiens, et on a discuté. Alors, on a choisi de diriger vers Subic Bay. Pourquoi? Parce que
on savait que nous sommes, en sortant le pays, nous sommes des personnes apatrides. Alors, c'est pour ça qu'il faut chercher une acceptation quelconque de notre statut. Alors, nous devons chercher les Américains d'abord, parce que nous autres, nous savons qu'ils savent qui nous sommes. Donc, il faut d'abord aller vers un camp américain d'abord. Et c'est pour ça qu'on a changé un peu notre destination. Mais en tout cas, il faut que nous avons un peu d'argent d'aller un peu plus loin. C'est pour ça qu'on a décidé d'abord aller à Singapour, après ça on va à Subic Bay. Okay. C'est pour ça qu'on a pointé vers Singapour. Et on a perdu à peu près 4 jours pour y arriver. Okay. Ouais. Alors, quand vous êtes arrivé à Singapour, pouvez-vous décrire c'était quoi l'expérience de se rendre là? Notre vue est vraiment étonnante parce qu'avant d'arriver à Singapour, on est pourchassé, pas pourchassé, on est apeuré par les avions de Singapour qui va très bas pour nous apeurer peut-être. Et après ça, on savait pourquoi. C'est parce que tous les navires de guerre vietnamiens doivent aller à Singapour. Je ne sais pas pourquoi. Et après ça, ils doivent livrer leurs navires au Subic Bay. C'est un contrat peut-être entre l'armée vietnamienne et l'armée américaine quand ils donnent des navires. Alors, c'est pour, en arrivant à Singapour, on a vu plein d'embarcations, grands, petits, surtout militaires. Et après ça, on savait que sur les mers de Singapour, il y a 60 000 personnes civiles et militaires vietnamiennes qui étaient à Singapour déjà. Alors, on est arrêté par les vedettes de Singapour et ils nous demandent de stopper et les propriétaires ou les dirigeants du bateau doivent suivre leur embarcation pour aller à la terre de Singapour. Alors j'étais parti avec mon frère, l'époux de ma soeur et 2 matelots japonais. Et ils ont nous conduits à une grande place que je connais après, c'est une salle de réunion gouvernementale. Alors, quand j'entrais dans la grande salle, c'était déjà plein de monde. Et j'ai remarqué qu'il y a aussi des généraux de l'armée de mer vietnamienne qui étaient là déjà, 100 gallons. Et ça, cet endroit-là, c'était proche du quai de Singapour? Non, c'est sur Singapour, mais je pense que c'est le centre appréciatif, je pense. Okay. Ouais. Parce qu'après, on a rencontré
le Premier ministre de Singapour, Lee Kuan Yew, et les autres ministres de son gouvernement. Ils étaient tous là. Ouais. Et vous étiez à Singapour est-ce que vous étiez là pour plusieurs jours ou? Non, parce qu'on est vraiment arrêté et amené pour rencontrer les administrateurs de Singapour. D'abord, c'est le ministre de l'Intérieur qui nous a donné l'ordre de quitter. Parce qu'il disait, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources de nous faire vivre, de prospecter autant de personnes. Et il nous demande de quitter le plus vite possible. Et après ça, c'est le Premier ministre Lee Kuan Yew qui nous rencontre. Ouais. Et il répète la même chose et en demandant de nous diriger vers Subic Bay, par là où nous serons accueillis par les Américains. Et surtout, le bateau devrait être là. Alors, c'est ce que nous faisons. Alors, est-ce que ça s'est passé dans une journée? La rencontre avec les administrateurs, c'est vers 8 heures du soir. Okay. Et vers, je pense, vers 11 heures du soir, nous sommes arrêtés, tout. Okay. Moi, j'étais lié, okay. Ouais, avec un matelot japonais qui parle ni français ni anglais. Alors, il ne savait pas quoi, il hoche toujours la tête. De désespoir, il ne comprend rien. Alors, on est vraiment amené dans la prison, oui, mais très, très propre. C'était propre, c'est bien équipé. Alors, il faut passer la nuit là. Okay. Vers 11 heures, non, vers 2 heures le matin, j'étais réveillé par les soldats et ils nous ont amenés dans une salle pour rencontrer je ne sais pas qui il est, un administrateur en tout cas. Ils demandent, ils ont pris les empreintes digitales de moi. Et ils disent que nous sommes arrêtés parce que nous avons entré dans le pays sans permission. Alors, ok, d'accord. C'est pour ça qu'on est arrêté, emprisonné à cause de ça. D'accord. C'est le droit. C'est leur loi, quoi. Bon. Alors, ils nous ont demandé à moi de quitter parce que on n'a pas de place pour nous à Singapour. Et j'ai répondu que non, notre but n'est pas rester chez vous, mais notre but c'est les États-Unis. Alors, mais il demande en outre que les grands bateaux doivent accepter les passants des autres embarcations plus petites. Ben, on a dit oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il faut nous donner des alimentations pour les adultes et pour les enfants, et quelques médicaments, et surtout de l'eau et des tentes pour s'abriter contre le soleil, etc. Mais ils m'ont donné une feuille pour que je fasse une liste. Alors, j'ai fait une longue liste pour leur remettre.
Et après ça, ils nous laissent retourner dans notre prison. Voilà. Alors, vous avez passé la nuit dans cette La nuit prison. dans la prison, oui. Et la journée suivante, pouvez-vous décrire votre expérience à ce moment-là? On nous a laissé un peu plus libres. Pas dans des prisons, mais c'est un camp, un petit camp aménagé pour nous, spécialement. C'est toujours sous surveillance. Quand moi je pars, il y a toujours un soldat bien armé, avec baïonnette sur le fusil, qui nous suit de près, en arrière. 3 pas. C'est partout comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qu'il nous a traités. Pas tout le monde, mais quelques-uns seulement. Moi, pas les Japonais. Moi et 3 autres personnes que je ne connais pas. Alors on a passé là pendant 7 jours. On est resté en tant que prisonnier. 7 jours. Oui, à Kérapur pendant 7 jours. Et le 7e jour, ils nous ont emmenés chez notre bateau, dans notre bateau. Mais c'est déjà plein de monde que je ne connaissais pas. Alors c'est pour ça que... Mais après ça, il y a 2 bateaux de guerre qui nous amènent jusqu'à la mer, jusqu'à les eaux internationales. Et il fait le suite de quitter. Alors c'est pour ça qu'on a fait. Alors, vous m'avez expliqué que vous étiez emprisonné au Singapour pendant 7 jours. Finalement, on vous permet de partir. Quand vous êtes arrivé à Singapour, le bateau avait peut-être une dizaine de personnes. Quand vous êtes retourné au bateau après 7 jours, le bateau il était plein de personnes. Alors, il y avait beaucoup plus de Vietnamiens qui avaient demandé de se retrouver sur votre bateau. Ouais. Alors, à ce moment-là, vous avez quitté le Singapour, puis vous vous êtes dirigé vers Subic Bay, aux Philippines. Ouais. Pouvez-vous me décrire votre expérience à partir de là? Je m'excuse, mais je dois retourner en arrière un peu. OK. Oui. Parce qu'en faisant le trajet de Saigon à Singapour, on a rencontré sur la mer les 2 autres paquebots, 2 autres bateaux dans notre compagnie. OK. Parce que nous autres, quand on fait la pêche, on fait les 2 avec 2 bateaux en même temps. Okay. Alors ils s'avancent parallèlement, okay, vis-à-vis. Et entre les 2, il y a un grand filet pour ramasser les poissons. C'est pour ça qu'ils marchent toujours par paire, comme ça. Et heureusement, chemin faisant, on a rencontré un de ces 2 couples, comme ça. Et on a arrêté le couple pour lui avertir que Saigon est perdu. Il faut quitter. Par contre, nous avons donné une chance, donné au bateau une chance. Si quelqu'un veut retourner, alors on avait une moto pour retourner. L'autre partait avec nous. Alors la moitié veulent retourner. Alors on leur donne un bateau pour qu'ils retournent. Et le bateau nous suit jusqu'à Singapour. Okay. Et après ça, nous avons parti avec 2 bateaux. Voilà. 2 bateaux? 2 bateaux de notre compagnie. Okay. Parce que nous avons en tout 10 bateaux. Okay. Ouais. Puis à ce moment-là, vous étiez en direction de Subic Bay? Oui, mais les 2 sont pleins de monts. Okay. Les monts ailleurs. Ce n'est pas notre mont à nous. D'accord. Voilà.
Alors, pouvez-vous me raconter votre parcours de Singapour à Subic Bay. Oui. Alors, après avoir accompagné par 2 navires de guerre de Singapour, nous avons quitté les eaux de Singapour pour aller directement vers Subic Bay. On peut y aller parce que les marins vietnamiens, les soldats vietnamiens ont passé beaucoup de temps, beaucoup d'entre eux ont passé des jours, des mois pour apprendre la navigation à Subic Bay. C'est pourquoi ils savent où il est. Alors c'est bon, parce que alors c'est eux autres qui sont dirigés le trajet. Et après, je pense que c'est... Donc, de Singapour à Subic Bay, ça nous a pris 11 jours pour y aller. 11 jours sur les mers. Et enfin, on est arrivé et accueilli par des vedettes de l'armée américaine qui étaient là. Subic Bay était une base militaire des États-Unis, louée des Philippines. Alors, on est chanceux qu'on a rencontré de l'armée américaine là-bas. Et ils nous ont amenés à la base et nous donnent l'accès au camp de réfugiés. C'est bien accueilli là, parce que quand tu étais là, il y a beaucoup de monde déjà avant nous. Je ne compte pas combien, mais c'est plein de temps, c'est partout. Et là où il y a un service de médecine pour les réfugiés, c'est bon. C'est le temps de faire visiter pour examiner l'état de nos enfants. Ils ont passé au moins 15 jours, plus que ça, une vingtaine de jours sur les mers. Alors, c'est pas facile pour les enfants. Alors, ils ont passé par les médecins américains pour consulter leur santé. C'est bon, j'aime bien ça. Et à cause de ça, que nous avons une bonne confirmation sur notre arrivée à Subic Bay. Donc, on nous donne une tente, il nous montre une tente déjà installée. Et nous autres, on a une tente propre à nous et la famille de ma soeur a une autre tente tout près. Et pendant ce jour, on a reconnu d'autres personnes qui étaient nos voisins, nos proches, nos amis qui étaient là déjà avant nous. C'est bon, c'est une... enfin, pour des gens apatrides comme nous, c'est bien de regarder, de rencontrer les concitoyens. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, les Américains étaient très bien préparés pour vous recevoir. C'est bien ça. Vous étiez nourris, vous aviez une tente, etc. Ouais. D'accord. Okay. Alors, vous avez été à Subic Bay pour combien de jours? C'est vraiment une longue séjour qu'on a passé. C'est comme comme on indique ici avec la précision des Américains, c'est 43 jours en tout. Okay. 40 jours de séjour à Subic Bay. Okay. Et puis, pendant
que vous étiez dans le camp de réfugiés, est-ce que vous avez été approché par des délégués pour vous proposer des endroits pour vous retrouver? Non, Par exemple, avez-vous rencontré des Américains ou des Canadiens pour vous parler de la possibilité? non, Non? OK. pas à cette époque-là, Ah, pas à cette étape-là. OK. Parce qu'en tout cas, c'est pas ce n'est pas encore le territoire américain. D'accord. Donc, ce que tous nous cherchent, c'est de nous secourir. OK. Et puis, nous loger temporairement en attendant de nous exporter vers les États-Unis. OK. Alors, c'est pour ça qu'il faut attendre. OK. Ils cherchent à améliorer un peu notre vie et surtout notre santé. C'est tout. Alors, après 43 jours, j'assume que vous partez de ce Big Bay Oui. pour vous rendre où? Mais après ça, ils nous envoient à Guam. Guam est un territoire américain, mais c'est une île. D'accord. Alors, il ne faut pas faire un trajet directement de Subic Bay aux États-Unis. C'est pour ça que nous devons passer par Guam. À Guam, on a passé peut-être en quelques jours, 6 jours à Guam, pour attendre le temps d'aller en Californie. OK. Et Alors, à vous étiez Guam, dans un autre camp de c'est notre réfugiés temps à Guam. à Guam. Et Oui, seulement pour 6 jours. oui, pour 6 jours. D'accord. À Guam, c'est vraiment une vie, une espace maritime, une île bien à vivre. C'est bon, tout le monde est content. D'accord. Ouais. On peut chercher les produits de la mer, les fruits de mer sont partout. C'est facile de les avoir. D'accord. Alors, nous avons passé 6 jours là comme une vacance, quoi. Et après ça, nous avons la chance d'aller vers le camp Pendleton en Californie. D'accord. Alors, c'est vraiment vite avec l'avion américain. Ça prend une journée et on a déjà en Californie. Rêve, c'est un lieu de rêve de tous les Américains, et surtout de tous les Vietnamiens, parce que le climat est très bon, très très bon. Ouais. Encore là, les Américains étaient très bien préparés pour vous recevoir au camp. Oui, mais c'est toujours dans un camp d'entraînement militaire. D'accord. Ouais. C'est vraiment dans les forêts. D'accord. Ouais. Mais c'est quand même très bon, parce que le climat est très bon. D'accord. Alors, on a passé 30 jours en Californie, au camp Pendleton. Oui. Mais par contre, la vie est différente. Parce qu'il y a des services de comment on dit ça, de distribution, si vous voulez, pour donner une chance à nous de choisir la place où ils veulent rester aux États-Unis. Et il y a aussi des places, parce que dans le camp Pendleton, il y a des représentants de différents pays qui sont là pour nous
investir pour nous demander de venir chez eux dans leur pays. Alors, on a une chance de rencontrer tous ces gens-là. Il y a des tentes pour, si on veut aller en France, il y a un temps français pour ça. Et il y a d'autres pays, comme surtout les pays en Amérique du Sud. Alors, on a vraiment un choix. Même les tentes en Australie, des tentes australiens pour nous inviter. Alors, il y a des gens qui ont cherché à aller en France parce que nous autres, nous parlons français. Okay. Les gens âgés parlent français, c'est bon. Et puis, mais des fois, on a choisi, après ça, le lendemain, on a changé de camp. Et pour moi, c'est toujours les États-Unis que je veux rester. Parce qu'en 1967, j'ai fait les études. Je suis formé dans un camp militaire pour pour améliorer mes services pour l'armée vietnamienne. Alors, j'ai passé là pendant 4 mois, je crois, et j'étais très content de rester encore aux États-Unis, parce que c'est vraiment un pays libre et avec beaucoup de champs pour s'avancer. Alors, j'ai décidé de rester aux États-Unis. Sauf que, à un temps déterminé, j'ai entendu parler que le Canada est le premier pays qui a reconnu les Vietcong. Oui. Alors, je me dit, alors, il faut aller au Canada. Pourquoi? Parce que si le Canada a reconnu le gouvernement Vietcong comme légitime, là, il y aura des relations diplomatiques. Avec ça, je peux au moins envoyer des médicaments pour mes parents, un peu d'argent pour eux aussi. Alors que si on reste aux États-Unis, ça prend une vingtaine d'années pour que les États-Unis sont d'accord d'enlever l'ambassadeur au Vietnam. Parce que, en tout cas, ils sont reconnus comme perte de la guerre au Vietnam. Alors, c'est une perte de face très sérieuse pour les Américains. Ils ne touchent jamais au Vietnam. Alors, pour ça que j'ai changé d'idée. Il faut aller au Canada. Voilà. Alors, vous avez rencontré des délégués du Canada au camp et vous avez procédé à compléter les formulaires, j'assume, oui, pour pouvoir vous diriger vers le Canada. Oui, en effet, j'ai cherché le camp Canada, le temps de Canada, et pour y demander l'entrée permanente. Okay. Alors, je pense que j'ai encore gardé ce papier-là, quelque part. Puis, on m'a accordé, parce que d'abord, je parle français, je parle anglais, et moi-même, j'ai une nièce qui fait des études là, ma femme, un frère qui fait aussi des études au Canada. C'est pour ça que notre demande est facilement acceptée. Et surtout, nous avons 2 enfants jeunes. Pour les Canadiens, c'est bon, les jeunes. C'est pour ça qu'on a toutes les conditions nécessaires pour être accepté au Canada. Mais surtout que j'ai avec moi
cette condition nécessaire pour être accepté, c'est que je dois avoir le certificat militaire. Pourquoi? Ça conteste que je ne suis pas communiste. OK. Et d'abord, je ne suis pas en criminel. Parce qu'on disait que quand les Viet Cong entrent à Saigon, ils ont ouvert tous les détenus pénals. Ils libèrent tout ça. Et peut-être que quelques-uns ont profité de l'occasion pour aller aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils ont demandé vraiment mon certificat militaire pour une acceptation possible. J'ai fait une copie de ce certificat-là, si vous avez besoin. Alors, vous dites que vous avez quitté la Californie pour vous rendre au Canada. Et le vol est atterri directement à Montréal? Oui. OK. Alors, au moment que vous arrivez à Montréal, pouvez-vous décrire c'était quoi vos premières impressions, votre expérience d'arriver au Canada? Est-ce que je peux retourner encore en Californie? Oui, oui. D'accord. Bien sûr. Parce que là, en restant là pendant 30 jours, c'est beaucoup. Oui. Et je cherchais à être utile pour la société, Okay. pour nous. Alors on a, parce que là, les Américains ont préparé des temps pour faire accepter, pour offrir l'acceptation des familles américaines pour, comment dire ça, j'ai oublié le mot, pour aider, pour que les Américains aident, pour aider chaque famille, pour aider une famille vietnamienne. Ah, pour à la parrainer. Voilà, accompagner ou... non, il y a un autre mot mieux que ça. OK. J'ai oublié. OK. Alors, parrainer, voilà. C'est ça. Parrainer, c'est bon. Alors, donc, il y a des tantes qui font le travail là. Mais le problème, c'est que eux autres, ils sont des Américains. Alors que les Vietnamiens sont, pour la plupart, ne parlent pas l'américain. Ils ne parlent pas l'anglais. L'anglais. D'accord. Alors, c'est pour ça qu'ils ont besoin des bénévoles vietnamiens qui aident en contactant avec les réfugiés vietnamiens s'ils veulent accepter telle ou telle famille américaine au parrainage. Alors, vous avez participé comme interprète? Oui, c'est ça. D'accord. Ouais. Okay. Alors, donc, j'ai travaillé comme bénévole pour aider les Vietnamiens à quitter les camps. Okay. Parce que pour quitter les camps, il faut avoir quelqu'un qui nous aide dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a fait un bénévolat avec les associations américaines de bénévolat. On les a aidés, surtout les églises américaines, ils ont fait ça. Alors, j'ai cherché à coupler les familles vietnamiennes et avec les familles américaines. Alors, des fois, des Vietnamiens qui travaillent la terre dans leur pays veulent être parrainés par les gens, les familles anglaises qui ont le même métier, la même profession. On a cherché à coupler ces gens-là. Et ça, c'est pour ça que j'ai eu les premiers salaires, si vous voulez, aux États-Unis. Parce qu'il n'y a pas de salaire, mais ils nous donnent, je pense, $10 par semaine. Okay. Alors c'est pour ça que j'ai gardé un billet de $10 comme premier
salaire américain. C'est ça que j'aime ajouter. Et avec ça, je connais beaucoup de vœux des Américains, des familles américaines. Et c'est pour ça que je demande pourquoi vous, les Américains, vous voulez parrainer les Vietnamiens. Et pourquoi dans les mêmes conditions de vie comme vous, même profession que vous, donc les causes. C'est bien. Avec ça, je peux connaître un peu plus les Américains. Oui. Et je peux aussi contrôler si vraiment, c'est pas moi, je ne suis pas le seul qui fait ça, mais il y a des familles vietnamiennes qui ont retourné après avoir accepté par une famille américaine, ils doivent retourner. Et je demande pourquoi vous retournez. Et donc, il y a beaucoup de problèmes, c'est pas facile. Alors, eux autres, ils veulent travailler dans les villes. Alors, il faut travailler comme dans la campagne, loin de tout. Alors, ils ne veulent pas retourner. Voilà. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et avec ça, je suis enrichi un peu avec l'expérience. Alors, maintenant, on peut parler de votre trajet au Canada? Oui. Okay. Alors, au moment que vous arrivez au Canada, pouvez-vous me décrire vos premières impressions du Canada? Comment vous avez expérimenté le Canada pour les premières semaines, les premiers mois de votre arrivée? Comme j'ai dit tantôt, notre demande a été acceptée par Immigration Canada facilement. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de personne pour me parrainer, pour nous parrainer. Par contre, l'Immigration Canada demande toujours si j'ai des connaissances au Canada. Et puis j'ai renvoyé par oui. On a de la part de ma femme, elle a un frère étudiant qui travaillait à temps partiel à Trois-Rivières avec une adresse. Alors j'ai ajouté cette adresse-là, mais il n'est pas notre parraineur du tout. Et j'ai aussi raconté le nom de ma nièce. Et ils n'ont pas besoin de garder ça. Oh, ça va, non, ok. Alors c'est pour ça que nous pouvons quitter le camp de Brampton tout plus vite que les autres. Et en arrivant au Canada, on est passé par l'immigration canadienne et avec des gens, je pense, dans le service secret qui nous ont demandé. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé si j'avais le certificat militaire que j'ai déclaré. Il faut le montrer. Alors, j'ai montré et avant de le montrer, j'ai demandé à l'agent, est-ce que vous lisez vietnamien? Il dit, non, je ne lis pas, mais je lis date. Alors pour un certificat, c'est toujours la date. Il ne donne pas une date longue. Là. Okay. C'est à peu près, normalement, c'est 6 mois. 6 mois pour revenir pour une note cachée pour une autre 6 mois. Okay. Alors, il regarde ça et puis, bon, c'est correct. C'est pas encore en date. Ça veut dire que je suis vraiment en militaire. Okay. Donc, pas en Vietcong, ni en homme méchant. Voilà. Et après ça, il nous donne, j'ai déclaré de rien d'apporter avant de quitter. J'ai rien sur moi. Ben, j'ai un $10 américain, oui, mais après ça, c'est tout. Alors, c'est pour ça que nous donne un mois de... non, ils nous ont amenés d'abord à un hôtel
désaffecté. Hôtel Queen, sur la rue, au centre-ville, c'est plus quelle rue. Là. Et l'hôtel est devenu un centre d'hébergement pour les nouveaux venus comme nous. Là, nous avons resté dans cette place-là pendant 4 jours. Parce que je dois travailler vite là, pour subventionner aux besoins de ma famille. Alors, ils ont nous donné un chèque de $120, pas à mon nom, au nom de la personne qui nous a loué l'appartement. Alors, c'est un Italien, mais son nom, je ne me souviens pas. Et pas à mon nom, hein. C'est à son nom à lui. Alors, c'est pour ça qu'on a quitté un peu plus vite. Et en restant toujours pendant 4 jours-là, j'étais faire un tour dans la ville et j'ai trouvé enfin du travail. Oui. Mais surtout en restant à Hôtel Queen, l'immigration du Canada nous a donné une pièce d'identité temporaire pour confirmer notre identité. Et nous a donné aussi la carte de travail, la carte aide sociale, la carte sociale, je pense. Oui, j'ai oublié le mot là. Et avec ça, nous pouvons travailler. Et avec ça, nous avons la chance d'avoir un travail, mais c'est avec l'aide de l'immigration du Canada surtout. Parce que tout seul, j'ai cherché de demander du travail. Ils nous demandent toujours si j'ai une expérience canadienne. Ben oui, j'ai une expérience d'un jour. Je viens il y a 4 jours. Alors, j'ai répété ça, j'ai rapporté ça à l'Immigration Canada. Il dit, OK, d'accord. Et il nous prépare à une autre place. Et c'est une place, c'est une compagnie gouvernée par les Juifs. Surtout les Juifs. Et après, j'ai demandé à mes compatriotes, et ils ont toujours dit que ce sont seuls les Juifs qui nous donnent du travail. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Et il faut être référé par l'immigration au Canada. Et avec ça, nous avons vraiment un peu de travail. Travail de main, là. Mais en tout cas, on a au moins un salaire chaque semaine. On est content déjà. Alors à ce moment-là, vous aviez trouvé un hébergement. Oui. Et vous avez eu la chance de vous trouver du travail. Vous avez trouvé un emploi. Oui, avec l'aide de l'Immigration Canada, je peux louer un appartement pour loger ma famille et chercher le travail pour travailler, apporter un peu de nourriture pour nous. Mais là, il y a d'autres problèmes. C'est que nous autres mangeons du riz. Il n'y a pas de riz. Il n'y avait pas de riz au Canada. Et nous avons surtout le nokmam, c'est la sauce, la saumure indispensable pour nous. C'est comme du riz. Alors il n'y avait pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment chercher, faire des recherches partout. Et on m'a trouvé sur la rue Saint-Laurent, le quartier chinois. Là. Il y a juste une seule boutique
il y a quelques flacons de saumure, mais de mauvaise goût. Mais c'est le seul. Alors, il faut téléphoner partout. Et là, on a encore, reste 3 chaises, 3 bouteilles, il faut faire vite, etc. Alors, c'est vraiment incroyable. Ouais. Ouais. Est-ce que vous aviez une bonne maîtrise de la langue française au moment que vous avez commencé à travailler à Montréal? Oui, on a commencé après 4 jours. Okay. On a commencé à travailler. Alors, vous étiez confortable en français. C'était facile pour vous de communiquer dans la langue. Mais dans les premiers jours, les premiers mois, même dans la première année, il faut parler l'anglais. Ah, OK. Parce que d'abord, si je parle français, alors il répond en français, moi je comprends rien. Parce que l'accent est vraiment différent. Okay. Je ne sais pas comprendre. Alors il faut parler un peu l'anglais à la place. Ouais. Est-ce que votre épouse avait une bonne maîtrise du français? Je n'ai pas compris. Votre épouse? Non, ma femme parle un peu l'anglais. Ah, elle parlait plus l'anglais. Ouais. Okay. Alors, elle a été capable de se débrouiller en anglais. Oui, oui. Okay. J'assume que vos enfants, à un moment donné, ont été à l'école. Non, parce que l'aîné a 2 ans et demi. Okay. Donc, il faut passer par l'école, comment on dit ça? Je pense qu'il n'y a pas d'école pour cet âge-là. Pour les petits-enfants, ouais. D'accord. Alors, il faut, donc, ma femme doit rester à la maison pour les surveiller. Okay. Ouais. Alors, c'est ça. Alors, 3 ou 4 années plus tard, ils auraient commencé la maternelle, peut-être, et l'école primaire. C'est difficile à cette époque-là. La femme doit rester à la maison, pas d'autre chose. Alors, vous étiez le gagne-pain et votre épouse a demandé pour s'occuper des enfants. Ouais. Okay. Est-ce que pensez-vous que ça vous a pris beaucoup de temps pour vous habituer au climat canadien, à votre emplacement à Montréal? Est-ce que vous avez été capable de vous habituer vite à votre environnement quand vous arrivez à Montréal? Oui, c'est parce qu'à ce point-là, on est en automne, je pense. J'étais venu le 11 d'août. Donc c'est en automne, c'est bon. Le climat est pas trop dur pour nous. Et nous avons du temps libre. Le samedi ou dimanche, on fait le tour de la ville. Mais surtout, de chercher des vêtements usagés dans les sous-sols des églises. Alors, ça aussi, c'est une activité importante pour nous, parce qu'on savait qu'en hiver, c'est dur. C'est dur. Oui. Alors, on cherchait. Oui, c'est très froid, très froid. Alors, c'est pour ça qu'on a cherché d'abord à avoir des bons vêtements pour le temps et pour l'hiver, pour nous et pour les enfants. C'est difficile pour les enfants, parce que les enfants, il n'y a pas de vêtements vieilles pour les enfants. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça la réalité. C'est difficile. Alors, d'autres temps, cherche à s'approvisionner des choses banales comme ça, la nourriture, les aliments, les vêtements, etc. Est-ce que vous avez, pendant vos premières années au Canada, avez-vous eu la chance de vous associer avec d'autres Vietnamiens? Très souvent, oui. Pourquoi? Parce que nous avons les uns des autres pour les informations. Okay.
Est-ce que ça va au Vietnam? Est-ce qu'on peut avoir de l'aide de canadienne quelque part? Comment faire pour les avoir, etc. Il faut beaucoup d'informations nous échanger. Alors, mais à l'époque, on n'a pas encore de l'argent pour abonner au téléphone, parce que c'était sous l'autorité de Bell Canada. Oui. C'est unique. Il n'y a pas d'autres compagnies. C'est pas facile. Là. Alors, nous avons utilisé les téléphones publics. Okay. C'est moins cher un peu. Oui. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que vous avez participé à des festivals vietnamiens, par exemple? Est-ce que vous avez participé avec des groupes de Vietnamiens, des associations vietnamiennes à Montréal? À l'époque, il y a une seule association vietnamienne. Okay. C'est l'association vietnamienne des étudiants. Okay. Nous avons envoyé beaucoup d'étudiants au Canada. Okay. Parce que le coût d'études ici est moins cher qu'aux États-Unis ou en France. C'est pour ça que nous sommes assez nombreux, pas à Montréal, mais au moins à Trois-Rivières, au Sherbrooke. Les Vietnamiens étudiants sont nombreux. Et c'est la seule, ici à Montréal, il y a une seule association vietnamienne bâtie par un étudiant vietnamien qui vit encore maintenant à Montréal comme avocat. Il reste encore très actif avocat à Montréal maintenant. Alors, par contre, il y a d'autres étudiants, nos étudiants à nous, ils ont trahi le pays en devenant pro-communistes. Okay. C'est eux qui nous donnent des problèmes parce qu'ils nous cherchent à amener nos ressources pour les communistes. Par exemple, le soir, ils viennent de nous harceler d'aller voir les films de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, c'est un film propagande du Vietcong pour montrer leur puissance militaire contre les Français à Dien Bien Phu à l'époque. C'est une vieille histoire, mais ils cherchent toujours à nous exorcer d'y assister. Et avec des menaces. Okay. Ouais. Quand vos enfants ont commencé à aller à l'école, est-ce que votre épouse a décidé de travailler? Certainement, okay. Parce que nous avons vraiment besoin de l'argent. Okay. Quelle sorte de travail est-ce qu'elle a fait? Oh, n'importe quoi. N'importe quoi. On n'a pas le choix. Okay. Ouais. L'autre question que je vous poserai, c'est, vous nous avez raconté votre départ de Vietnam ici au Canada. Si quelqu'un vous approchait pour rencontrer des élèves dans une école secondaire ou dans un collège pour leur raconter votre expérience, qu'est-ce que vous leur diriez? Je n'ai pas pu saisir. Si vous étiez invité par un collège, par exemple, pour aller parler à des étudiants au sujet de votre expérience d'avoir parti du Vietnam pour venir au Canada, c'est quoi que vous voudriez leur raconter quoi à ce moment-là? Est-ce que vous comprenez? Non. Okay. Est-ce que vous avez la chance de parler de vos expériences, de votre départ du Vietnam au Canada, avec vos amis ou avec des gens que vous rencontrez? Est-ce que vous avez la chance de faire ça, des fois? Je pense que nous n'avons pas de temps
de faire tout ça. OK. Parce que nous avons beaucoup d'autres choses à nous échanger. Et on savait que pour être reconnus, nos expériences, nos diplômes, il faut avoir quelqu'un qui sont capables de le faire. Surtout, ils doivent être des Vietnamiens ou qui ont une certaine influence auprès de l'immigration au Canada. Ouais. Parce que ce n'est pas facile. Disons, il y a des gens qui ont des diplômes en médecine, par exemple. C'est facile, c'est un peu facile parce qu'on avait besoin des médecins à l'époque. C'est plus facile. Mais par contre, pour l'ingénieur, c'est pas facile. Pour les techniciens, c'est pas facile. Il y a toujours des associations, des anciens, associations des médecins, associations des techniciens, associations etc. Mais c'est pas facile. Il faut être accepté par ces associations-là, sinon c'est impossible. Alors on a oublié ça. On cherche toujours des travaux de main, des travaux généraux, n'importe quoi pour vivre. C'est ça qui est important pour nous à l'époque. D'accord. C'est quoi votre travail présentement? Est-ce que vous êtes à la retraite maintenant? Je retraite Okay. Depuis 25-26 ans. OK. Alors, votre dernière carrière, c'était quoi? J'ai fait des études en génie électrique. Okay. J'avais été formé au Vietnam, mais en arrivant ici, je n'ai pas avec moi mon diplôme du tout. Et surtout, ce que je savais, c'est démodé. Vous savez qu'à l'époque, pour radio seulement, ça prend des tubes électroniques assez gros comme ça. Et il faut ça prend une dizaine. En radio, en poste radio, c'est comme ça, comme grandeur. Maintenant, c'est comme ça. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai pensé, il faut tout refaire. Tout refaire. Alors, j'ai recommencé à zéro. Mais heureusement, il y a une nouvelle école, l'école de technologie supérieure. C'est une école pour les gens qui ont des connaissances technologiques au cégep, mais qui veulent être ingénieurs. Là, ils ont ouvert ça dans des périodes d'excès pendant 5 ans seulement. Si tout marche, on va continuer, sinon on coupe, on ferme. Alors, c'est en 1975. Alors, moi, ce sont des premiers étudiants de la première promotion de l'ETS, École supérieure, École de technologie supérieure. Alors, j'avais essayé de faire des cours à la Polytechnique, mais ils donnent seulement des cours du jour seulement. Impossible pour moi, parce que le jour, je dois travailler. Alors, mais ici à l'ETS, ils donnent des cours du soir, surtout, parce qu'ils sont visés les techniciens. Les techniciens doivent travailler le jour. Alors, on est chanceux de suivre ces cours-là. Et ce sont surtout des cours plus pratiques, moins de calcul différentiel. Ça sert à quoi? Jamais utilisé. Alors, on l'a passé en temps partiel pendant 7 années. Mais normalement, pour être ingénieur, il faut prendre 5 ans. Temps plein, 5 ans. Moi, j'ai passé 7 ou 8 ans à peu près, pour avoir mon diplôme d'ingénieur en génie électrique. Et voilà. Et avec ça, je peux demander un poste, surtout à l'école, non, pas à l'école,
l'Université de Montréal. Non, l'Université du Québec à Montréal, plutôt. Pourquoi? Parce que c'est dans la même gironde de l'Université du Québec. OK. C'est pour ça qu'ils nous acceptent comme tel et j'ai travaillé à l'UQAM depuis. OK. Ouais. Vos enfants sont des adultes maintenant? Nos enfants maintenant, ils sont des ingénieurs seniors. Vos deux enfants sont des ingénieurs? Oui, ben, l'un est ingénieur, l'autre c'est le dernier né ici. Il devient, comment on dit ça, un homme d'affaires. OK. Il fait ses études ici, à 3 ans, il commence déjà ses études. Et il fait ses études secondaires, au lieu de 5 ans, il fait seulement 2 ans. Pour garder 3 autres années de faire d'autres études qu'ils veulent. Okay. C'est une occasion réservée aux gens intelligents. Il a été choisi pour suivre cette école-là. Et après ça, ils veulent savoir surtout les arts, les modes. Ils sont très fameux dans ça. Il est très fameux. Et il a fait ses études en mode aux États-Unis, au Naples, en Italie. En Italie, il fait 2 places. Et aux États-Unis, il fait ça à New York. En Italie, ça fait au Naples et une autre ville très fameuse. Ça me coûtait une fortune pour tomber là, mais il veut le faire. Alors, et maintenant, il devient un homme d'affaires. Ce qu'il fait, c'est de chercher un bon terrain, faire un condo à la commande du gouvernement du Québec. Disons, le gouvernement du Québec ont reçu une demande d'une centaine de personnes pour un appartement 3 pièces, 4 pièces, etc. Alors, ils ont remis tout ça, ils donnent à mon garçon, l'atelier. Et avec ça, ils peuvent faire un commodo à la mesure commandée par l'aide sociale du Québec. Et il fait ça depuis des années. Et il fait de l'argent avec ça. Et après ça, il fait la gestion aussi. Okay. Alors, donc, il bâtit les condos, il loue le bateau au gouvernement et il fait la gestion aussi. Donc, mais il a un avocat à son aide. C'est bon. C'est son choix. Alors, l'année, ma fille aînée, elle travaille pour le gouvernement du Canada. Okay. Ouais. Alors, avez-vous des idées que vous voudriez partager au sujet de votre expérience en général au Canada? Ah, c'est trop vaste votre question. Vous avez sans doute côtoyé des Québécois. Oui, j'ai passé 17-18 ans à l'UQAM. Okay. Donc, j'ai contacté beaucoup de contacts très amicaux avec les Canadiens. Non, les Québécois. Alors, je les connais bien. Et j'aime sa façon de penser, de vivre.
Et j'ai aussi j'ai des photos là, avec des gens qui travaillent la terre. Pas les laboureurs, mais ce sont des fermiers. Alors, j'ai passé un certain temps avec eux et je vois que ce sont des gens très aimables, très faciles à aborder. Alors, ils sont très ouverts, très, très ouverts. Alors, c'est vraiment un pays que tout le monde doit rêver, pas les États-Unis. Les États-Unis, j'ai passé des temps avec eux quand la guerre du Vietnam a son apogée. Alors, moi, j'étais considéré comme un héros là-bas. Pourquoi? Parce que à l'époque, tous les Américains qui ont passé le secondaire, école high school, doivent aller au service militaire. Et ils ont le choix. S'ils ont choisi le Vietnam, c'est 1 an. S'ils ont choisi l'Allemand, c'est 2 ans de service extérieur du pays. Alors, les gens, ils ont choisi le Vietnam. Pourquoi? Parce qu'après 1 an, ils peuvent revenir pour faire ses études, continuer les études à l'université. 2 ans, c'est trop tard, c'est trop long. Ils ont oublié tout, les études au secondaire. C'est pour ça qu'ils cherchent toujours à choisir le service militaire au Vietnam. Mais c'est pour ça qu'ils ont besoin de moi. Pourquoi? Parce que quand j'étais aux États-Unis pour les études, je porte le degré d'officier, pas un officier, mais un warrant officer, comment on dit ça? C'est quoi en français? Warrant officer? Warrant officer. C'est selon les statuts militaires des États-Unis. Si vous êtes officier, vous êtes officier. Et ça monte comme les autres qui travaillent dans le gouvernement. Après 2 ans, vous avez un grade, 3 ans, un autre grade. Mais warrant officer, c'est difficile. Parce que normalement, ce sont des ingénieurs, des savants, des connaisseurs qui travaillent, qui n'ont pas passé à aucune école militaire, mais ils ont donné le grade warrant officer. Mais pour devenir officier, il faut un secret, un décret du président des États-Unis pour passer au grade d'officier. Mais en gardant le grade warrant officer, ils ont le même salaire qu'un commandant. Parce que c'est un connaisseur, il connaît, disons, il est pas médecin, mais ingénieur, quelqu'un. Et il y a beaucoup d'expérience dans les champs de bataille. C'est pour ça que quand je porte le officer, le grade officer, et quand ils vont, ça, c'est notre héros. Et tout ce qu'ils font, c'est pour savoir comment on peut survivre au Vietnam. C'est pour ça qu'ils aiment m'aborder à cause de ça. Ouais. Il y a beaucoup d'officiers américains à cause de mon grade de warrant officer. Bon, alors merci beaucoup.